Est-ce que tu as déjà l'impression de faire les choses bien, de suivre l'actualité économique, de suivre les conseils des experts, de te former et de quand même perdre de l'argent? Incroyable, mais vrai. Sache que si tu as l'impression d'avoir tout essayé et de quand même perdre de l'argent, sache que tu n'es pas seul et que la plupart du temps, ce n'est pas une question de malchance. Avec le recul, l'absence de bons résultats ou la succession de mauvais résultats, pour moi, c'est souvent la conséquence d'un enchaînement de mauvaises décisions et d'un mauvais mindset. Et oui, encore le mindset. Derrière l'absence de bons résultats, on retrouve des erreurs très précises, très communes et surtout très prévisibles. Si ça peut te rassurer, j'ai fait énormément des erreurs parmi celles que je vais te citer et comme si ça ne suffisait pas, parce que je suis longue à la détente, j'ai multiplié ces erreurs dans d'autres classes d'actifs. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on va parler des 8 erreurs catastrophiques à éviter en bourse. Pas pour te faire la morale, non, mais parce que les connaître, c'est déjà les éviter. Parmi ces erreurs, certaines vont te coûter de l'argent en quelques semaines, vont t'appauvrir très rapidement, d'autres vont grignoter ton patrimoine petit à petit, de manière invisible, de manière indolore, et tu te rendras compte, si tu t'en rends compte, au bout d'un long moment, que soit tu as perdu de l'argent ou soit tu aurais pu gagner beaucoup plus d'argent. Donc, reste avec moi jusqu'au bout. Parmi ces erreurs, il y a peut-être une erreur que tu es en train de faire en ce moment. Et ce serait dommage de continuer à répéter une erreur qui te donne des résultats que tu n'as pas envie d'avoir. Dans une première partie, on va analyser les pertes lentes. Ces erreurs silencieuses qui s'accumulent sur des années et qui sont souvent les plus dangereuses parce que tu ne le vois pas en fait. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de répéter encore et encore et encore et encore une erreur qui t'appauvrit, qui te fait du mal et toi, tu as l'impression de bien faire. Dans une seconde partie, nous allons regarder les erreurs qui génèrent un risque de perte élevé. Tu perds pas forcément de l'argent vraiment, en fait. Parfois, ces erreurs prennent aussi du temps. C'est pas toujours immédiat, mais il y a une forte probabilité d'appauvrissement sur le moyen terme. Dans une dernière partie, on va analyser les pertes rapides qui peuvent faire disparaître ton patrimoine en quelques semaines, parfois quelques jours, parfois quelques heures. Est-ce que ce programme te tente? Talam talam tam, let's go! En matière d'investissement, on va commencer par l'erreur numéro 1. Cette erreur ne fait pas de bruit, elle ne génère pas d'alerte sur ton compte. Parfois, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de faire une erreur grave. Il s'agit de l'erreur numéro 8 et elle concerne les individus qui n'investissent pas du tout. Cette erreur touche beaucoup plus de personnes que l'on le croit. La plupart des gens qui n'investissent pas ont souvent une bonne excuse. Ils se disent que parfois les marchés sont trop hauts, c'est pas le moment, ils vont attendre que les marchés baissent. Sauf que quand le crack arrive pour de vrai, l'ambiance est morose, tout le monde a peur, personne n'a envie d'investir. Et si tu n'as jamais eu le courage d'investir quand les marchés allaient bien, quand ta situation économique se portait bien, ça sera très compliqué de trouver le courage d'investir et in fine, tu n'investis pas. Et c'est le piège parfait parce que pendant ce temps-là, les autres investissent, ils voient leur capital grossir, grandir, avancer. Et toi, tu restes sur place et l'inflation fait son travail. 2%, 3%, le capital que tu épargnes, si tu l'épargnes, perd petit à petit de la valeur et tu ne le vois pas. Donc souviens-toi, ne pas investir, ce n'est pas une position neutre. C'est un choix et c'est un choix qui te coûte très cher sur le long terme. Maintenant, on va parler de l'erreur numéro 7. C'est l'erreur concernant les frais de gestion. Cette erreur est particulièrement vicieuse parce qu'elle ne ressemble à rien. Il n'y a pas de grosses pertes visibles sur tes investissements. Parfois, tu vois même du vert, du positif, que tu as gagné de l'argent et tu peux même te dire « Waouh, super, je m'en sors très bien ». À aucun moment, tu te dis « Je m'appauvris, j'ai raté quelque chose, mon investissement n'est pas forcément bon ». Cette erreur est liée au fait que l'argent que tu perds est lié à des petits pourcentages, parfois 1,5%, 2%, parfois des frais d'entrée que l'on te mentionne ou pas, que tu sais que tu as perdu ou pas. Et de toutes les manières, les individus qui prennent ces frais, tu leur fais confiance, tu penses que c'est normal et si à côté tu gagnes un petit peu d'argent, tu vas pas te poser de questions. Le problème, c'est que quand on commence à analyser le poids de ces frais sur le long terme, faisons un calcul simple. Si tu places 10 000 euros pendant 20 ans sur un placement qui fait 7% net, voici ce que cela va donner en fonction des frais. Si tes 10 000 euros sont placés à 7% pendant 20 ans et que tu n'as pas de frais, eh bien, à la fin, tu vas gagner à peu près 38 697 euros. Maintenant, on va prendre un second scénario. Tu places ces 10 000 euros
pendant 20 ans sur un placement qui fait 7%, mais cette fois-ci, tu as 0,2% de frais. 0,2% correspond à ce que l'on trouve sur les meilleurs ETF. Donc, c'est pas vraiment un montant de frais qui est sorti du chapeau ou qui est anormal. Non, c'est des frais qui peuvent exister dans la vraie vie. Donc, si tu as placé ton argent pendant 20 ans sur ce support, si on compare avec un support sur lequel il y a 0 frais, tu as payé uniquement 1481 € de frais sur 20 ans. Maintenant, on va analyser un troisième scénario. Tu as placé 10 000 € sur un placement qui fait 7% et tu as payé 2% de frais. C'est quelque chose que l'on retrouve très souvent sur les OPCVM. Eh bien, à la fin du compte, ton capital fait 26 533 €. Tu te rends bien compte que si tu avais placé la même somme pendant 20 ans à 0,2, ton capital serait monté à 37 216 €. Et là, tu te retrouves parce que tu as eu 2% de frais, donc beaucoup plus que dans le scénario 2, avec un capital de 26 533 €. La différence entre les deux est de plus de 10 000 €. 10 000 €, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent que tu ne vois pas, mais c'est de l'argent que tu n'as pas, tout simplement parce que tu as choisi un placement qui, à performance égale, est très chargé en frais. Voilà pourquoi j'ai classé cette erreur en erreur numéro 7. Tu peux te retrouver à quand même gagner de l'argent, tu peux te retrouver à vraiment croire que tu as fait ce qu'il faut, mais en réalité, quand on pose les chiffres bien à plat, tu as perdu de l'argent. Et tu peux perdre beaucoup d'argent sur le très long terme. Et je vais m'arrêter là pour te raconter une petite anecdote. J'ai une cliente sur les îles, je crois qu'elle a 63 ou 64 ans, et elle a investi sur un placement pendant 20 ans, et justement, elle était dans cette situation, et elle sort. C'était un placement qui était bloqué, et elle m'appelle, elle me dit, oui, Vanessa, tu te rends pas compte, mon conseiller, il voulait impérativement que je revienne dessus, et parce que voilà, mon placement fait 27 000 €. Je lui dis, oui, mais combien est-ce que tu as versé? Si tu fais le calcul de l'argent que tu as versé pendant le nombre d'années, ça se trouve, ton placement, il n'a pas du tout été performant. Et du coup, en même temps que je lui parlais, elle a sorti la calculette et elle s'est rendue compte qu'elle avait versé 24 500 € de capital. 24 500 € de capital pendant 20 ans. Et à la fin, tu en ressors avec 27 000 €. Ce n'est pas un placement qui est performant. Tu n'as pas gagné beaucoup d'argent. Et c'est intéressant parce que cette cliente, quand elle est venue travailler avec moi, elle n'était pas tant que ça intéressée par l'investissement. Oui, un peu. Mais elle est surtout été attirée par la partie gestion de budget. Parce que c'est pas forcément quelqu'un qui savait très bien gérer son budget. Et en plus, côté mindset, c'était pas tout à fait ça non plus. Elle a tendance à donner beaucoup trop d'argent à tout le monde, donc à s'appauvrir, alors que c'est une cliente qui gagne très bien sa vie, qui a une capacité d'épargne qui est très très correcte et qui peut même investir sur le très long terme. Elle me l'a prouvé avec cet investissement sur lequel elle a tenu pendant très longtemps. Donc c'est de se dire que à aucun moment elle ne s'était dit cet investissement est vraiment problématique parce qu'elle avait l'impression de gagner de l'argent. Alors qu'en fait non. Le capital montait parce qu'elle versait de l'argent et non parce que le placement en lui-même était performant. Et comment est-ce qu'on s'est rendu compte que ce placement n'était pas très performant? Tout simplement parce qu'on a regardé le montant cotisé pendant 20 ans, on a regardé la performance du contrat à l'arrivée et on a regardé le coût des frais et on s'est rendu compte que, en plus d'être peu performant, il était très chargé en frais. Donc, cette erreur numéro 7 que je t'ai détaillée pendant un petit moment, si tu m'écoutes et que tu n'as pas travaillé avec un vrai expert, il y a de fortes chances que tu la fasses toi-même régulièrement sans t'en rendre compte. Maintenant, on va basculer sur un autre type d'erreur. C'est pas vraiment des erreurs qui te font perdre de l'argent de manière inconsciente ou invisible sur le très long terme. C'est des erreurs qui, parfois, sous un angle, peuvent être vues comme des actions positives, alors qu'en fait, si on analyse la même action sur le moyen long terme, on se rend compte que ça peut être très très dangereux pour toi et tes finances. L'erreur numéro 6 que je vois beaucoup chez les jeunes investisseurs dans cette situation-là, c'est les investisseurs qui pensent que parce qu'un titre est massacré pour X, Y raison sur les marchés boursiers, c'est le moment d'y aller. De quoi est-ce que je parle? Je parle très exactement de ce type de phrase. Oh, tu sais Vanessa, ce titre, il a perdu 90% de sa valeur, il est vraiment, vraiment pas cher, je vais y aller. Parce que maintenant que ce titre est au plus bas, cela ne peut que remonter. Eh bien, sache que si tu entends une phrase de ce style-là, c'est l'une des phrases les plus dangereuses que je n'ai jamais entendues sur les marchés boursiers. Pourquoi? Parce que ça paraît tellement logique,
tellement évident. Quelque chose qui valait 100 hier et qui vaut 10 aujourd'hui, c'est une bonne affaire. On se dit qu'on fait les soldes. Selon mon point de vue, en matière d'investissement, c'est pas vraiment bien de réfléchir comme ça. Premièrement, je pars du postulat qu'une action qui a perdu 90% de sa valeur peut encore perdre 90% de valeur, qui peut encore descendre à 90 jusqu'à vraiment pas valoir grand chose du tout. Il n'y a aucune loi dans l'univers qui va forcer un titre financier à remonter sous prétexte qu'il a beaucoup baissé. Et généralement, derrière cette manière de penser, il y a un biais cognitif auquel il faut faire très attention. N'oublie pas que les entreprises qui s'effondrent en bourse, généralement, elles ne s'effondrent pas par hasard. Il y a souvent derrière une réalité concrète. Une dette colossale, un modèle économique qui ne fonctionne plus, des actionnaires qui sont dilués régulièrement pour maintenir la société en vie. Tous ces éléments que je viens de te citer sont des signaux dangereux qui maintiennent artificiellement une société en vie alors que les fondamentaux de cette société se dégradent au fil du temps et le marché le voit. Le marché l'intègre et le reflète dans le prix de l'action. Et la baisse peut continuer très longtemps. Donc selon moi, avant de te jeter sur une action qui avant valait beaucoup d'argent et tout d'un coup te semble pas cher, pose-toi la question, pourquoi le titre de cette action a chuté si drastiquement en bourse? Et s'il te plaît, creuse la réponse. En creusant, en cherchant, tu peux te rendre compte que la réponse est bien plus décourageante qu'autre chose. Donc, on avance. L'erreur numéro 5 que je vois aussi très souvent chez les investisseurs juniors, que j'ai aussi fait de la même manière que j'ai fait l'erreur précédente, c'est d'investir dans des actifs obscurs, volatiles, sous prétexte que tu envisages une perspective de croissance impressionnante. On se souvient tous des débuts du Bitcoin, cette personne qui a investi $200 et qui s'est retrouvée avec des millions, ou énormément de personnes qui ont investi dans un titre financier ou même dans d'autres cryptos qui ont attendu suffisamment longtemps et qui se sont retrouvés milliardaires, millionnaires ou avec des centaines de milliers d'euros. Et souvent, quand on est investisseur débutant, on est à la recherche de la perle rare qui va faire décoller nos finances avec peu d'efforts. L'histoire que l'on entend trop peu souvent, c'est celle des milliers de personnes qui ont fait exactement la même chose, investir dans des titres financiers obscurs, inconnus, dans l'attente que ce titre décolle, et ce titre ne décolle jamais. La mécanique sous-jacente à ce type de raisonnement repose sur l'idée que le prix de cet investissement pépite est tellement bas qu'il ne peut qu'exploser, comme d'autres investissements que l'on a vus par le passé. Alors on y va, on investit de l'argent, on investit du temps, parfois de l'énergie, et on attend que ça monte. Et le problème, c'est que parfois, très souvent, cela ne monte pas. Si je peux te partager mon exemple sur ce sujet, c'est quand j'ai découvert les cryptos, juste après l'explosion du Bitcoin, je suis tombée sur une crypto qui s'appelait de mémoire, je crois que c'était le Litecoin. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que si le Bitcoin avait explosé, eh bien le Litecoin allait exploser de la même manière. Eh bien, à l'époque, j'ai perdu de l'argent. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que non, en fait, les investissements prennent de la valeur pour des raisons bien précises, que ce soit en crypto, que ce soit en bourse, même en immobilier. C'est hyper important de comprendre la mécanique derrière le prix d'une valeur, le prix d'un actif, pour pouvoir mieux réfléchir avant d'investir dans cet actif, afin d'éviter bien évidemment de perdre de l'argent et mieux essayer d'en gagner. Si tu ne fais pas tout ça et que tu choisis un actif juste parce qu'il est peu cher et que tu penses qu'il va exploser ou qu'un ami t'a dit qu'il va exploser, ce n'est pas de l'investissement. Ce que tu fais, c'est un pari. Beaucoup de personnes ont fait des paris et parfois, certains paris se sont avérés gagnants. Mais n'oublie pas que tu es en train de parier et non d'investir, parce que si tu confonds l'un ou l'autre, eh bien le réveil sera brutal. Les investissements que l'on a vus plus haut, à part l'erreur numéro 5, juste avant, c'est des investissements sur lesquels tu vas pas vraiment gagner beaucoup d'argent, mais ça peut être très compliqué de voir ta fortune s'effondrer d'un coup. À part l'investissement one shot sur une crypto ou un actif obscur venu de nulle part. Là, oui, tu peux choisir, mais tout ton argent et ça s'écroule. Ça peut monter un peu et après la hype redescend et tu perds tout ton argent. Mais là, vraiment, on va analyser une catégorie d'erreurs. C'est quasiment certain qu'une fois réalisées, ces erreurs peuvent t'emmener vers la ruine financière, la pauvreté et peut-être même la dépression. L'erreur numéro 4,
gringolade, c'est courir après les investissements qui sont à la mode. Souviens-toi par exemple de l'éclatement de la bulle Internet. Tout le monde voulait investir dans les actifs .com. Les gens ne connaissaient pas vraiment ces sociétés, ne savaient même pas si ces sociétés étaient rentables, mais tout le monde en parlait. Il y avait une hype autour de ces investissements. Résultat, les gens ont foncé tête baissée et finalement, il y a une grosse crise boursière à la clé. Mais si on prend de manière un peu plus récente, on a eu les investissements autour du cannabis, on a eu les investissements autour de la crypto, on a très récemment les investissements autour de l'intelligence artificielle. À chaque fois, le scénario est identique. La tendance émerge, les médias en parlent, les forums s'affolent et tous les investisseurs veulent leur part du gâteau. Le problème, très précisément, c'est souvent que le moment où tout le monde en parle, c'est très souvent trop tard pour investir sur ce type d'actifs. Pourquoi? Parce que quand l'investissement devient à la mode, le prix a déjà intégré toutes ces bonnes nouvelles et du coup, l'investissement est très souvent surévalué. On se retrouve donc avec le prix des actifs qui est très optimiste et qui est parfois décorrélé de la valeur réelle de l'actif en question. Et quand la réalité économique s'invite, on se retrouve avec parfois des résultats décevants, une croissance moins rapide que prévu, une réglementation inattendue. Et dans ces situations, la dégringolade et la chute devient brutale. Mon analyse, c'est que investir dans ces secteurs, c'est pas toujours mauvais en fait. Il faut souvent prendre en compte le timing. Investir dans une tendance réelle quand tu es au début de la tendance et que l'entreprise gagne vraiment de l'argent, c'est pas toujours une mauvaise chose parce que tu peux accompagner la croissance. Ça peut même fonctionner. Le problème, c'est quand tu arrives, quand les prix sont déjà très hauts, tu es la dernière personne invitée à la fête qui entre, tu te retrouves avec l'addition. Et celle-ci est parfois très salée. Tu ajoutes à cela que très souvent, de nombreux investissements tendance cachent en réalité des entreprises qui n'ont pas vraiment de vision, qui ne sont pas rentables, qui n'ont pas de stratégie économique stable. Tu te retrouves avec des investissements qui t'ont coûté cher et qui n'ont pas forcément de valeur économique sur le court, moyen et long terme. Là, tu es sûr que au bout d'un moment, tu vas perdre de l'argent. L'erreur numéro 3, c'est une erreur qui me concerne parce que il s'agit de faire confiance aveuglément au gourou des réseaux sociaux. Oui, tu as croisé quelqu'un ou tu as vu une story d'une personne qui a une Lamborghini sur YouTube, sur Instagram et qui, parce qu'il a l'air d'avoir réussi, te semble crédible pour te donner des conseils. Si tu ne fais pas attention, c'est le meilleur moyen de perdre énormément d'argent. Il y a tellement d'arnaques cachées derrière les influenceurs, les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Moi, j'ai juste envie de te dire que sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y a des personnes très sérieuses. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas sérieuses. À toi de t'informer sur le créateur de contenu, sa société, son historique, les témoignages qu'il peut te présenter, bref, les résultats qu'il a à son actif. Si tu n'as pas confiance ou si tu as le moindre doute, fuis. Maintenant, on va passer à la catégorie des 2 plus grosses erreurs qui vont t'emmener directement vers la banqueroute. Ces 2 erreurs-là, c'est des erreurs que j'ai vues de mes propres yeux. C'est pas des erreurs que j'ai commises. D'accord? Tout simplement parce qu'elles concernent le trading et des activités un petit peu plus risquées. L'erreur numéro 2, c'est quand tu fais du trading avec tes émotions. Déjà, quand tu fais du trading, c'est très souvent parce que tu rentres dans une stratégie d'investissement active. Pour rappel, la stratégie d'investissement passif consiste à mettre en place un montant programmé, toujours le même sur des actifs que tu as sélectionnés et de ne pas faire trop de mouvements. Généralement, tu investis et sur le très long terme, éventuellement, tu vas sortir. Ça, c'est plutôt une stratégie passive. Une stratégie active, c'est que tu vas acheter, vendre, Tu peux coupler cela à une stratégie de market timing, c'est-à-dire que tu vas vérifier est-ce que c'est le bon moment pour acheter, est-ce que c'est le bon moment pour vendre. Et très souvent, de nombreuses personnes qui ne sont pas expertes perdent de l'argent dans des stratégies actives et surtout quand ils essayent d'associer du market timing. Là, moi, je te parle du métier de trader. C'est-à-dire que là, vraiment, tu essayes de gagner de l'argent via l'achat et la vente de titres financiers. Faut savoir que de nombreux traders perdent de l'argent et les traders particuliers perdent encore plus d'argent que les professionnels qui déjà sont nombreux à perdre de l'argent. Donc, tu ajoutes à une activité très risquée l'aspect émotionnel parce que tu trades en fonction de tes émotions, tu te sens en pleine forme, tu te dis ah là c'est le moment, je le sens bien, je vais faire tel et tel move. Généralement, quand tu impliques de l'émotion dans des opérations financières, non seulement tu peux perdre de l'argent, mais en plus tu peux perdre
beaucoup d'argent. Parce que la plupart des investisseurs, traders qui gagnent de l'argent n'investissent pas en fonction de leurs émotions, mais ils ont une stratégie précise qu'ils suivent à la lettre. Et enfin, l'erreur numéro 1 que j'ai vue de mes propres yeux et qui a ruiné énormément d'investisseurs, c'est l'utilisation inconsidérée des effets de levier. Qu'est-ce que c'est que l'effet de levier? C'est quand tu utilises l'argent du broker ou l'argent d'une autre personne pour pouvoir investir. Donc, tu investis ton argent, ta somme, mais en plus, tu empruntes pour pouvoir investir. Le but, c'est de gagner beaucoup plus. Mais tu peux perdre encore plus que ce que tu as toi-même. Et ça arrive bien plus souvent que tu ne le crois, tout simplement parce que sur le principe, sur le papier, c'est très séduisant. Tu empruntes de l'argent pour investir. Si ça marche, tes gains sont démultipliés. Un levier x3 sur un indice qui fait plus de 10%, au lieu d'avoir une hausse de 10%, tu te retrouves avec une hausse de 30%. C'est juste incroyable. Sauf que si les choses ne fonctionnent pas comme tu l'avais prévu, tu vas te retrouver avec une baisse de plus 33%. Or, les scénarios qui tombent à l'eau pour X, Y raison imprévue en investissement, ça arrive très souvent. Et si tu as des positions sur les marchés financiers avec un levier et que tout s'écroule, tu n'as même pas parfois le temps de réagir. Les robots réagissent à ta place, ils coupent tes positions et tu perds absolument tout, voire plus que ce que tu avais misé. Selon moi, si tu débutes et que tu as encore pas mal d'années d'expérience à intégrer, n'y touche pas. C'est aussi simple que cela. Si je peux te partager une expérience personnelle, j'ai eu à échanger 2 fois avec des investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent sur les marchés financiers à cause des effets de levier. Le premier investisseur, c'était lorsque j'étais banquière et c'était un collègue qui à l'époque était CC Pro et justement il m'expliquait que il était un peu victime d'un biais parce qu'il était banquier, parce qu'il travaillait dans le secteur de la finance et de la banque. Il avait l'impression qu'il avait des pouvoirs magiques par rapport à d'autres investisseurs. Il a mis beaucoup d'argent sur les marchés financiers sans se former. Il a utilisé les effets de levier et il a perdu tout l'argent qu'il avait misé, voire plus. Cela l'a vacciné à vie. La deuxième fois que j'ai échangé avec un investisseur qui avait perdu beaucoup d'argent, c'est un ami à moi. On s'était un petit peu perdu de vue et il avait gagné de l'argent par chance sur les cryptos. Il a fait 2-3 formations qu'il a suivies avec très peu de sérieux. Durant les années 2021, il a pris énormément d'argent qu'il avait gagné pour investir sur les marchés crypto avec des effets de levier. Il a perdu à peu près 800 000 euros si ma mémoire est bonne. Il a perdu une somme proche du million d'euros, un tout petit peu en dessous. Donc c'est vraiment de se dire que les erreurs que je t'ai citées, c'est des erreurs très sérieuses. Personne n'est à l'abri. Les 2 personnes avec qui j'ai échangé, c'est 2 personnes très intelligentes, très diplômés, qui ont fait des bons choix, qui ont une belle carrière professionnelle, qui gagnent très bien leur vie, mais qui n'ont pas été assez vigilants et qui ont commis des erreurs de débutants en matière d'investissement. Si elles avaient eu l'opportunité d'être bien accompagnées pour leurs investissements, eh bien ces erreurs-là, elles ne les auraient pas fait et par exemple, mon ami serait millionnaire à l'heure actuelle. Au lieu de ça, il a un CDI, il va travailler tous les matins, il demande la permission à son patron avant de prendre des vacances et il est encore en train de se serrer la ceinture parce que justement, il n'est pas millionnaire. Donc, on vient de voir 8 erreurs dévastatrices pour tes finances. Mais la chose positive, c'est qu'aucune de ces erreurs n'est une fatalité. Elles sont connues, elles sont documentées et maintenant, toi aussi, tu les connais. C'est vrai que l'investissement n'est pas une science exacte, mais éviter ces 8 pièges, c'est déjà te mettre dans une position infiniment meilleure que la majorité des gens qui se lancent dans l'investissement sans réfléchir. Si cet épisode t'a plu et tu as envie d'augmenter tes connaissances sur l'investissement, augmenter tes connaissances techniques, sache que j'ai fait pas mal d'épisodes sur ces thématiques et tu vas adorer l'épisode qui te présente les indices boursiers. Tu entends très souvent parler du Nasdaq, du Dow Jones, du CAC 40 et tu te dis mais qu'est-ce que c'est? À quoi correspondent ces mots? Eh bien, l'épisode que tu vas voir ci-dessus, c'est un épisode qui va te plaire. Tu pourras aussi le retrouver en description. Je décrypte les plus grands indices boursiers dans le monde. Je te dis leur origine, leur nom, leur signification et je t'explique comment les choisir en fonction de tes préférences. Dans tous les cas, si tu veux apprendre à épargner et investir, n'hésite pas à télécharger le guide que j'ai écrit. Il est disponible dans ma bio. Je te laisse là, maman des girls préférées. Je te fais plein de bisous et je te dis à mardi prochain.